Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne Déclic. Aujourd'hui, on va se questionner, est-ce que Microsoft pourrait détrôner Google avec une nouveauté dans son moteur de recherche? On voit ça tout de suite. Allez, bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue à Drum qui nous rejoint juste maintenant. On est parti pour un super programme aujourd'hui les amis. On va commencer du coup avec un article du blog du modérateur. Le blog du modérateur qui nous indique aux surprises que Microsoft pourrait intégrer la technologie de ChatGPT dans son moteur de recherche directement et venir bousculer un petit peu Google qui aujourd'hui est sur son piédestal bien haut. Je crois qu'ils ont quelque chose de style 90% de part de marché, c'est huge. Et du coup ChatGPT qui pourrait être intégré directement au moteur de recherche de Microsoft, à savoir Bing, qui aujourd'hui plane à, je sais pas, moins de 10%, un truc comme ça de part de marché. Mais du coup, ça serait un tournant assez important qui potentiellement pourrait changer pas mal la donne. On verra ça ensemble. Ensuite, une initiative du gouvernement qui s'appelle Polygraph qui viendrait en fait valider un petit peu et vérifier les avis sur Internet et donc lutter contre les faux avis sur Internet qui sont, je pense, un fléau assez impactant, notamment dans le métier de l'hôtellerie, etc. Les métiers de l'hôtellerie, ce sont des choses qui sont assez impactantes, on verra ça ensemble. Ensuite, Shopify, pour un article du siècle du digital, Shopify qui présente, qui fait évoluer un petit peu son offre et qui présente les commerce components, donc une offre qui a été pensée pour les géants du retail. Ça va être une offre beaucoup plus modulaire et nous qui sommes chez Déclic et donc à l'agence PicBeam, très sensible on va dire aux constructions modulaires et notamment à la Jamstack, vous allez voir que c'est quelque chose qui, je pense, s'inscrit un petit peu dans cette démarche là. On en discutera ensemble. Ça ouais, c'est parce que il y a une page sur les commerce components mais qui visiblement a bugué. Voyons voir. Yes, c'est bon, il est revenu. Et donc on terminera avec un petit outil également que je vous présenterai juste après, qui s'appelle MetaTag, qui vous permettra de gérer beaucoup mieux et avoir des aperçus de vos méta en fait sur vos sites internet. Donc ça c'est un petit outil que je présenterai rapidement. Et on terminera, une fois n'est pas coutume, par un petit jeu. Je pense que ce sera encore un Gartic cette fois-ci. Peut-être la prochaine je ferai un quiz, je verrai. Mais en tout cas cette fois-ci ce sera un Gartic avec pas mal de mini-annonces que je vous ferai passer. Voilà pour le programme. Donc on commence sans plus tarder avec le premier article et donc ce petit rebondissement, on va dire, sur le blog du modérateur, Microsoft qui intégrerait directement dans Bing, son moteur de recherche, la technologie ChatGPT. Donc je lis ça rapidement. Nouveau rebondissement dans le secteur de l'intelligence artificielle. Microsoft pourrait prochainement intégrer ChatGPT à son moteur de recherche Bing. Pour rappel, ChatGPT est un chatbot créé par OpenAI et qui s'appuie sur l'intelligence artificielle pour répondre à des requêtes de manière précise. Ouvert au public depuis le mois de décembre 2022, ChatGPT fascine depuis de nombreux internautes sur les réseaux sociaux. Concrètement, l'intégration du chatbot à Bing permettrait de fournir des réponses écrites naturelles et détaillées aux requêtes des utilisateurs, plutôt que de les renvoyer vers une liste de liens annexes. L'objectif final, améliorer nettement l'expérience utilisateur. Selon The Information, l'intégration de ChatGPT à Bing pourrait avoir lieu d'ici la fin du mois de mars. En revanche, Microsoft ne s'est pas exprimé sur le sujet pour le moment. Hormis une amélioration de l'expérience utilisateur, l'intégration de ChatGPT à Bing pourrait donner un second souffle au moteur de recherche. En effet, Microsoft profiterait d'un avantage compétitif important et serait en mesure de concurrencer davantage le Knowledge Graph, la base de connaissances, et les résultats enrichis de Google. A noter qu'en décembre 2022, Google détenait 92,58% des parts de marché avec son moteur de recherche contre 3,3% pour Bing. C'est encore moins que ce que je pensais. Je crois que le 9 que j'avais en tête, il me semble, c'est pour la version desktop, c'est-à-dire tout ce qui est recherche sur ordinateur. Mais après, je pense que quand on intègre le côté téléphone, ça fait évoluer la donne. Et à la fois, ça paraît logique parce que je pense que Microsoft doit intégrer Bing par défaut
sur Windows, ce qui fait que potentiellement, je pense que quand vous êtes sur ordinateur, ça doit y jouer. Il y a des gens pour qui le moteur de recherche n'a pas d'impact, enfin ils s'en fichent quoi, et ils utilisent celui par défaut, donc ça doit jouer dans la balance. Alors, est-ce que c'est une spéculation ou une future réalité? Microsoft n'a pas pris la parole pour confirmer ou pour démentir les rumeurs. Quelques indices laissent à penser que le duo Bing-ChatGPT pourrait bien voir le jour. Tout d'abord, Microsoft a investi 1 milliard, ça coûte cher pour un indice quand même, 1 milliard de dollars dans OpenAI en 2019 en échange d'un partenariat et d'une licence exclusive pour profiter de la technologie GPT-3 et de ses évolutions. Donc GPT-3, technologie sur laquelle se base ChatGPT. De plus, Microsoft a d'ores et déjà intégré DALL-E, un autre outil IA d'OpenAI à son moteur de recherche avec Image Creator. Et ils ont aussi, c'est vrai, on en avait parlé d'ailleurs sur la matinale, récemment lancé un outil donc, qui s'appelle c'est Microsoft Design ou Designer, je sais plus. Qui en gros se positionne comme une alternative à Canva. On avait vu ça ensemble, il me semble. Microsoft Designer, voilà. Tac, tac, tac. Est-ce qu'on peut voir le site vite fait? C'est celui-ci. Voilà, Microsoft Designer. Donc, pour le moment, c'est uniquement en waitlist, on va dire. Hein, c'est pas, vous pouvez pas encore. Coucou Alexis, comment ça va? Comment ça va ce matin? Dis-moi tout. Donc, Microsoft Designer, effectivement, qui se positionne en concurrent direct de Canva. C'est un genre de Canva, mais boosté avec une notion d'intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'en gros, vous pouvez taper en recherche fais-moi des. Comment ça s'appelle? Fais-moi des. Ou génère-moi, par exemple, un template d'affiche pour l'anniversaire d'une petite fille de 6 ans, machin, et en gros, il vous génère le template à la volée. Donc, il y a la notion non seulement de comprendre en fait le texte, comprendre en fait l'intention de l'utilisateur et ce dont il a besoin, plus le fait de générer potentiellement des visuels à la volée avec l'assistance de DALL-E. Enfin voilà, en gros, c'est un espèce de banger. Pour le moment, on n'a pas vu encore le résultat. Hein, c'est purement, Oups, attendez, je vais couper le son parce que je ne veux pas prendre de DMCA. Pour le moment, c'est purement spéculatif. Hein, c'est vraiment, ils ont fait de la pub, ils ont fait un gros buzz avec ça. Maintenant, voilà, à l'heure actuelle, c'est pas encore en place. La forme et toi, ben, ça va très bien, merci Alexis. Installe-toi tranquillement, on est au début de la matinale, donc tu arrives au bon moment. Donc voilà, du coup, effectivement, Microsoft qui a pas mal investi là-dessus. Je termine rapidement l'article. Merci beaucoup DevSource, bienvenue à toi, merci. Est-ce qu'on va passer les 300 aujourd'hui les amis? Je l'espère, j'aimerais, mais je suis pas sûr. Je crois qu'on est vers 280 abonnés à peu près, ça serait bien de les passer, mais bon écoutez, on verra. Microsoft a lancé donc voilà, cette appli de design, une nouvelle application intégrée à la suite Microsoft 365 qui intègre DALL-E pour aider à créer des conceptions graphiques originales, affaire à suivre donc de près. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez les amis? Est-ce que oui ou non, il y a peut-être moyen que Google se fasse un peu chapeauter, ça se dit, je sais pas. Enfin, en gros, titiller, voilà, ça fasse titiller par Bing, sachant que bon, à l'heure actuelle, on va pas se mentir, Google est largement devant, mais tout peut être remis en cause. Hein, moi je dis why not? Chahuter, ouais, je crois que c'était le terme que je cherchais, chahuter. Merci JP, merci beaucoup. Fais-toi une tisane au thym, tranquillement. Ah, il y a peut-être une blague derrière ça, Margot. Donc voilà, moi, ma question que je pose là, est-ce que oui ou non, Google a des cheveux blancs à se faire? Parce que bon, on a vu que la technologie de ChatGPT est quand même assez impressionnante, donc je pense que potentiellement, et ça c'était l'une des premières questions, hein, l'une des premières questions quand en gros on a découvert cette technologie, que ça a buzzé, etc. Il y a plein de gens qui ont dit ouais mais ok, mais alors est-ce qu'il y a nécessité du coup aujourd'hui d'avoir des moteurs de recherche, parce que finalement ChatGPT ou ce type de technologie basée sur l'intelligence artificielle est totalement capable de comprendre une intention, une question ou autre et d'aller rechercher dans une base de données. Ça c'était une limite d'ailleurs qu'on avait vu ensemble, c'est que en fait ça c'était pas du style de la recherche de temps réel sur internet, donc ça c'était une limite, c'est-à-dire qu'on avait bien perçu qu'en gros la base de données se limitait à, je crois, 2022. En gros ils avaient fait une méga base de données jusqu'à 2022 de tout ce qui s'était passé, et style il avait par exemple connaissance qu'il y avait la Coupe du Monde 2022, mais il savait pas encore où c'en était, etc. Donc on a bien vu que c'était un peu limité. Margot, c'est un petit article qui interroge ChatGPT peut concurrencer Google. D'accord, ok.
Donc voilà, moi ma question elle est là. Je pense que effectivement, si Microsoft a posé autant d'argent sur la table, c'est pas pour rien. Il y avait forcément une intention derrière, parce que ça fait quand même beaucoup de moula. Et il serait bien bête de s'en priver, sachant qu'ils ont une licence exclusive. Donc je pense que ça peut faire rejouer un petit peu la concurrence. JP qui met pour l'instant les réponses ChatGPT sont plus intéressantes que les recherches Google pour mon usage. Ah, plus intéressantes que les recherches Google pour ton usage. D'accord. Donc tu veux dire que c'est déjà plus performant de ton point de vue, genre t'as testé au quotidien et tu t'es rendu compte que c'était vachement plus perf. Après, Google doit avoir un outil équivalent, non, je sais pas. Je sais pas dans la mesure où, bon, déjà, il y a la technologie de base qu'il faut avoir, hein, sur lequel OpenAI a bossé, je pense, pendant des années et des années. Et puis après, bon, il y a aussi un coût. C'est-à-dire que c'est bien beau de faire tourner tout ça, mais je sais que c'est ce qu'on avait évoqué notamment avec Basti dans l'interview qui nous a accordé sur justement l'usage de l'intelligence artificielle, et il posait la question, il disait mais les gars, aujourd'hui c'est très beau tout ça, ça fait bien le job, ça fait le café et tout, c'est hyper impressionnant, mais rêvez pas, si un jour il y a un truc qui est prod ready, qui peut être exploité dans le cadre du travail ou autre, clairement ils vont vous le faire payer, parce qu'il y a de la puissance de calcul derrière. Il y a des machines qui tournent pour que ça fonctionne, c'est très très gourmand, très très énergivore. Est-ce que il va y avoir un modèle économique qui va permettre à monsieur tout le monde de l'utiliser comme ça, ou est-ce que ça va coûter hyper cher et du coup voilà, ça sera juste la fin et ça sera ouvert uniquement au gros, on va dire, au gros de l'industrie. Donc moi je sais pas, aujourd'hui Google, alors c'est faussement gratuit, c'est-à-dire qu'on y a accès gratuitement moyennant une connexion internet et un device. Mais on sait très bien que avec la pub, le tracking et tout, ils font bien leur beurre derrière. Est-ce que une technologie comme ça peut être à portée de tous? Et ça peut, on peut maintenir comme ça, voilà. Quand ça a buzzé là, je sais qu'il y avait des coupures de temps en temps de chat GPT parce que c'était juste pas possible en fait de gérer autant de trafic. JP qui met juste pour connaître l'intérêt d'une techno ou une recherche simple sur une fonction. Ok, c'est plus simple d'avoir un descriptif que cliquer sur des liens Google et lire. Ouais. Après, faut avoir le recul sur les réponses. Ok. Ouais, c'est ce qu'il y a d'un peu pénible. Bon après, tu me diras, tu fais une recherche Google, faut aussi avoir du recul, hein, parce que des fois, il te sort des résultats qui sont de la fausse info ou ce genre de choses, donc... il y a aussi un recul à avoir, je pense, par rapport à ça. Mais je comprends ton point de vue, en tout cas, et c'est intéressant que tu aies testé un peu plus en profondeur pour nous faire un retour. Voilà, donc ça, c'était une première actu que j'ai trouvé intéressante, et on enchaîne du coup avec un autre article qui est également du blog du modérateur, sur les faux avis Internet. Les faux avis Internet qui sont un vrai fléau, je dirais, notamment dans l'industrie de l'hôtellerie, puisque l'hôtellerie, restauration, etc., plus globalement le tourisme on va dire, hein. Tout simplement parce que il y a des endroits, il y a des villes, typiquement je pense à Paris, où la concurrence en fait est assez féroce, et je sais pas si la musique est trop forte ou pas, je vais baisser un peu, et où la concurrence est vraiment vraiment féroce, et en fait une demi-étoile en moins peut être catastrophique et vous faire chuter complètement dans les résultats, et du coup perdre une partie de votre chiffre d'affaires et de votre activité suite à ça. Donc c'est un vrai fléau. Moi j'avais vu un documentaire là-dessus que je trouvais hyper intéressant, où justement il y avait des hôteliers sur Paris qui témoignaient et qui disaient que en fait ils étaient un peu dégoûtés parfois, parce qu'en fait ce qui se passe de façon concrète, c'est que quand vous avez en fait un client ou une cliente qui est content, ils vont pas spécifiquement en fait mettre d'avis, et si jamais par contre je sais pas moi, ça fait 10 ans que vous êtes en activité, vous avez tout fait nickel, tout parfait et tout, vous donnez à fond dans votre boulot, et en fait on est humain, un jour il peut y avoir une petite erreur, bam, vous allez vous faire dégommer et prendre 1 ou 2 avis négatifs pour une journée en gros où vous n'avez pas été au top, parce que voilà, vous êtes humain, vous avez des soucis perso ou autre, et du coup ça vous pénalise complètement. Donc voilà, il y a même aujourd'hui je crois des coachs sur ce type de comment dire, pour gérer en fait ce type de situation.
des gens qui sont spécialisés sur les avis Google et qui essaient de mettre en place tout un tas de systèmes pour contrer un peu et barrer tout ce phénomène-là. Donc là, l'État s'en mêle, c'est un peu j'en reviens un peu à l'article, et veut lancer du coup une initiative qui s'appelle Polygraphe et qui permettrait de lutter contre l'abus. L'abus justement, donc les gens qui vont aller déglinguer les concurrents par des avis négatifs. L'objectif du gouvernement, mieux détecter les faux avis sur les sites web pour améliorer la confiance des internautes. Donc je commence l'article. Le 15 décembre dernier, la CNIL a examiné un arrêté de Bercy pour confirmer la mise en place de l'outil de détection de faux avis nommé Polygraphe. Le projet est pris en charge par la DGCCRF, la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes. Entre nous en général on dit les fraudes, voilà, ça va beaucoup plus vite, ou la répression des fraudes. Ce nouvel outil permettra de mieux détecter les professionnels qui diffusent de faux avis sur certaines plateformes web, ce qui est un délit aux yeux de la loi, comme le rappelle l'informé. Le coût de développement du projet a été évalué en 2019 à la hauteur de 300 000 € sur une période de 2 ans, donc c'est quand même un beau projet. Quelles seront concrètement donc les fonctionnalités clés de Polygraphe? Alors concrètement, la mise en place de Polygraphe permettrait de récupérer des données pertinentes sur des sites web qui proposent des avis de consommateurs, ça c'est le premier point. Donc texte en commentaire, informations sur l'entreprise ou produit faisant l'objet de l'avis, note attribuée, informations sur l'utilisateur ayant posté l'avis, etc., etc. Deuxième point, analyser les données extraites pour identifier les commentaires suspects. Différents indicateurs de suspicion seront définis avec les enquêteurs experts. Et enfin, troisième point, visualiser des résultats sous forme d'une interface. L'idée, ce sera de faciliter le travail aux enquêteurs en centralisant les informations importantes. Donc en fait, ça, ce serait un outil qui permettrait de faciliter, un outil visuel qui permettrait de récupérer de grandes quantités de données, de visualiser, etc. Après, en aucun cas, ce sera full automatique. Ce sera plus une aide et une assistance pour les gens qui, voilà, les enquêteurs, les experts, en gros, qui seraient dépêchés pour essayer de lutter contre ce type de fraude. Donc ensuite on a une citation, le défi, développer un outil permettant de détecter les avis suspects parmi les commentaires, notes ou autres évaluations disponibles publiquement sur internet, souligne la DGCCRF. En revanche, il est important d'évoquer que ce nouveau dispositif qui collecte des données personnelles pourrait alerter le Conseil constitutionnel. Ce dernier pourrait potentiellement intervenir pour limiter l'usage de Polygraphe. Donc ça c'est voilà, c'est un peu la question qui se pose, puisque après derrière je pense aussi qu'il y a toute une notion de RGPD, etc. Quand vous traitez de ce type de data un petit peu sensible, même si je pense que les avis c'est des choses qui sont ouvertes au public en théorie, on parle quand même voilà, d'essayer pas de traquer, mais voilà, d'essayer d'analyser tout un tas de commentaires laissés par des internautes. Donc je pense que ça doit être soumis à validation auprès, donc comme ils disent, du Conseil constitutionnel. Et puis il y a aussi toute une notion, on parle là de délit en fait, on parle de voilà, donner de faux avis, etc. Aujourd'hui ça, je sais pas si c'est du délit dans le sens pénal, mais en tout cas c'est quelque chose qui est répréhensible. Ça c'est ce qui a l'air d'être souligné dans l'article de blog, et donc forcément ça doit être validé par le législateur, on va dire, hein, pour savoir est-ce que oui ou non ce type d'outil est valable, parce que derrière ça veut dire qu'il va en découler beaucoup de choses, et si en gros vous vous faites tailler et que vous y êtes pour rien parce que c'est un bug du programme ou autre, ça peut être très 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 problématique. Voilà, en tout cas moi je trouve ça cool que l'État essaye un petit peu de... l'État ou autre, hein, moi ça m'est égal, mais en tout cas qu'il y ait des initiatives pour lutter contre ce type de fléau qui est vraiment très très problématique. Donc on parle de l'hôtellerie, on parle également de restaurants même, mais c'est vraiment c'est vrai pour tout. Ouais. Aujourd'hui les avis Google vous pouvez en avoir. Je crois que les fiches Google sont créées même sans même en fait que vous ayez, même si vous êtes propriétaire en fait, il y a d'un établissement ou autre. La fiche est créée par défaut, c'est juste qu'en gros vous n'avez pas propriété sur cette fiche Google, mais elle y est déjà de base, donc vous n'avez pas trop le choix. Et après vous pouvez faire la demande et dire je veux avoir la propriété de cette fiche Google, mais n'importe qui entre guillemets peut mettre des avis sur votre établissement sur une fiche Google que vous n'avez même pas créée vous-même, quoi. Donc c'est quand même assez intrusif, quoi. Alexis qui met, il y a les faux positifs. J'ai vu un resto récemment qui avait reçu plus de 300 avis 5 étoiles en octobre alors que c'était pas ouf.
D'accord. Donc ça veut dire que mais ça, de toute façon, on en parlait, je sais plus avec qui. Aujourd'hui, tu peux acheter à peu près tout, hein, je pense, en termes d'avis, de ranking, etc. Tu peux acheter des commentaires Instagram, des likes Instagram, des vues YouTube et tout ce qui est possible, imaginable. Après, à titre personnel, je pense que je m'amuserai pas trop à ça. Peut-être que pour les avis, c'est un peu différent, mais moi je me dis à l'avenir, est-ce que tu sais pas si ce type de choses pourra être traqué, ils verront que c'est une IP qui vient d'Inde ou de Chine ou je sais pas quoi, ou voilà, parce que souvent c'est souvent des usines en fait qui sont placées malheureusement à l'étranger. Est-ce que en gros tu vas pas te prendre un retour de bâton chambé dans quelques années parce qu'ils arriveront à détecter que ce sont de faux avis positifs? Ça craint un peu. Je sais que voilà, il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place, notamment sur Instagram. Il y a beaucoup de ils ont développé pas mal. Alors, je sais pas si c'est de l'IA, je sais pas trop ce que c'est derrière, mais tu peux plus faire ce que tu faisais à une époque, arriver à automatiser des likes et des choses comme ça, c'est vachement traqué et t'es très vite ban là-dessus. Donc moi perso, je m'y amuserais pas. Voilà. En revanche, je pense qu'il serait intéressant si par exemple vous êtes une agence qui conseillait. Nous typiquement, je sais que chez PicBeam, on bossait pour une chaîne de restauration sur Toulouse. Ça peut être intéressant de mettre en place tout un tas de mécanismes en fait qui inciteraient vachement plus les gens à laisser leur avis, surtout les habitués, les gens qui sont contents de votre travail de tous les jours, etc. Je pense que ça peut être intéressant de les accompagner, de réfléchir à des mécanismes un peu créatifs. Il n'y a pas nécessité à avoir de l'automatisation, mais voilà, ça va être une pancarte avec un QR code à scanner, ça va être, je sais pas, quelque chose sur le ticket de caisse, enfin plein de mécanismes un peu partout pour inciter justement à laisser des avis de façon beaucoup plus régulière. Parce que généralement, en fait, vous avez un avis de temps en temps qui est un avis négatif, parce que à ce moment-là, vous n'avez pas été au top. Mais tout le reste du temps, vous avez je sais pas combien d'habitués qui passent chez vous, vous faites manger des dizaines et des dizaines de gens, malheureusement, ils laissent pas leur avis alors qu'ils en sont très contents. Margot qui met, c'est un vrai fléau. On a mis en place ce genre de choses et aussi sur Uber Eats. D'accord. D'accord, ouais, donc il y a eu un accompagnement effectivement de cette chaîne de resto, j'imagine. Voilà. Yo Tony Glitch, comment ça va mec? Ça va ou quoi? J'arrive à la bourre. Non, t'inquiète pas. On en est au deuxième article. On a terminé le deuxième article. On a encore un article et un outil que je vais vous présenter. Puis après, on fera un petit Gartic Actu. Voilà, je vous présenterai l'actualité. Vous devrez la deviner au travers de mes dessins de Picasso. Tony Glitch, très content en tout cas de t'accueillir. Ça fait plaisir en tout cas. L'autre jour, du coup, on s'est vu en fait sur le stream de Bastille. C'était avant les vacances. Tony qui est un DA du coup que j'ai découvert. On se croisait, je connaissais un peu ton pseudo, mais j'avais pas vu tout ce que tu faisais. Et je sais plus combien t'as fini deuxième, non, je crois, au concours de redesign de Lena Situation là pour Bastille, me semble. Enfin bref, moi j'ai trop kiffé ce que t'as fait, j'étais à fond et, et j'étais comme un sgeg à un moment donné parce que j'ai dit ouais, est-ce que je peux avoir la maquette, mais c'était plus pour la voir, je voulais la montrer en fait à ma copine. Je dis regarde, il a fait un truc, c'est vraiment ouf. Et Bastille me fait non, en fait c'est la propriété du mec. Je fais ah ouais, non c'est vrai que je l'avais pas vu comme ça, désolé. J'avais fait ça en mode vraiment ignorant, mais c'était vraiment pas méchant, c'était juste que vraiment je voulais revoir le design, mais j'irai voir sur le replay de Bastille. Le Poulidor du design. Non, mais franchement, il y a de la concurrence. C'était vraiment cool, ce concours. Hein. Moi, j'ai beaucoup kiffé. J'ai vraiment aimé. Donc, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas, donc Basti, qui est plutôt designer, profil stream design. En fait, il a fait un concours où il fallait redesigner un site. Donc, il a choisi celui de. Je crois que c'était celui de l'hôtel Mafouf, de Lena Situation. Et en gros, il y a plein de gens, il y a une trentaine de candidatures, de gens qui ont fait ça. Et voilà, il y avait un truc à gagner, etc. C'était vraiment très cool. Ouais, alors juste la photo, ouais, t'embête pas avec la maquette, hein, ou juste ajoute-moi, enfin je sais pas, est-ce qu'il est public ou pas, c'était un XD je crois, peu importe, mais voilà, c'était juste pour le montrer en fait à ma copine, donc te prends pas la tête, mais sinon on se MP. Allez, on enchaîne les amis, du coup, on enchaîne avec l'article suivant du siècle du digital, article très intéressant également, très intéressant, sur Shopify. Shopify du coup qui présente Commerce Component, qui est donc une solution, une offre un peu nouvelle, une évolution au niveau de l'offre de Shopify, pensée pour les géants du retail. Donc je lis rapidement l'article.
L'entreprise met à disposition des grandes marques ses stacks techniques. Donc la plateforme de commerce en ligne Shopify a présenté le 3 janvier Commerce Component, sa nouvelle offre à destination des grandes marques du retail. Après avoir aidé les petits commerces à vendre leurs produits sur Internet, Shopify vise désormais les géants de la vente au détail. Le fabricant de jouets Mattel fait partie des premiers acteurs à collaborer avec l'entreprise basée à Ottawa. Donc une solution à la carte, Shopify présente Commerce Component comme une solution moderne taillée sur mesure pour les retailers. Émilie Benoît-Vernet, porte-parole de la société pour l'Europe du Sud, explique que donc c'est une citation, les grandes marques du retail ont un éventail unique de besoins techniques qui nécessitent plusieurs produits et plateformes pour fonctionner ensemble. Elles veulent le choix et la liberté technique pour assembler leur propre stack. Fin de citation. Commerce Component se place justement comme une version améliorée de Shopify Plus, pensée spécialement pour les grandes entreprises du secteur. Il s'agit d'une offre modulaire qui laisse les marques sélectionner les outils qu'elles souhaitent. Donc voilà, l'idée c'est on va plutôt que d'avoir une espèce de gros bloc monolithique, vous devez tout prendre ou rien. En gros, ils sont un peu dans la démarche modulaire et atomique qui est d'ailleurs très très liée à la Jamstack que nous on aime bien utiliser en tout cas chez Peakbeam. L'idée c'est de dire on vous laisse la liberté et le choix d'avoir des petits modules sur étagère et de prendre uniquement le module de paiement par exemple ou ceci cela. Ça c'est un peu le bail quoi. Alors où est-ce que j'en étais? Tic-tac. Version. Oui voilà c'est ça. Donc pour autre citation, pour rester compétitive, les entreprises ont besoin d'une solution de commerce qui donne la priorité au choix, avec la flexibilité d'intégrer et d'innover sans restriction, tout en ayant des éléments d'infrastructure technologique fiables qui aident leurs équipes à rester agiles. Fin de citation. La nouvelle formule de Shopify fait également preuve d'interopérabilité. Les détaillants choisissent les éléments qui leur sont vraiment utiles et peuvent les greffer de manière transparente à leurs services préférés existants. Donc, quel est l'intérêt? Aujourd'hui, les marques retail sont forcées de faire des compromis en achetant des... Bon, ça, c'est tout ce que je vous ai expliqué, je ne vais pas y revenir dessus. Commerce Component leur permet de déléguer des tâches à Shopify et de mieux allouer leurs ressources. Au travers de Commerce Component, Shopify met notamment à disposition Shopify Pay, son service de paiement en ligne. Après avoir développé pendant presque 20 ans son infrastructure utilisée par 10% des ventes e-commerce aux États-Unis, Shopify veut toucher les plus grands retailers du monde. Et voilà, donc bon après c'est... Je pense que c'est plus ou ils redisent un peu la même chose. Donc vous voyez un peu l'idée, Shopify qui plus ou moins se rapproche de la Jamstack, plus ou moins se rapproche de cette approche un petit peu plus modulaire on va dire. Nous chez Peakbeam on utilise actuellement justement, je crois que c'est Alexis qui l'utilise, si tu peux commenter je pense. On utilise un CMS qui s'appelle Crystallize, qui est spécialisé headless e-commerce, donc... Voilà, en gros, ça vous permet de faire de la contribution, enfin de créer en fait votre site e-commerce de façon modulaire et dans le cadre de l'approche Jamstack. Donc c'est une solution qu'on explore encore, qu'on teste de façon très concrète puisqu'on a un projet sur lequel qui est quasiment livré là-dessus, qui est vraiment assez puissant. Avec une infrastructure technique assez avancée, il y a du GraphQL, il y a ce genre de choses, c'est quand même d'autres technos, mais pour le moment on en est relativement content. Je sais pas Alexis, du coup si tu veux témoigner peut-être de ce truc, toi de ton expérience. BigCommerce également, ouais dit Margot effectivement, BigCommerce qui est une autre solution, BigCommerce CMS. BigCommerce j'en avais aussi entendu parler pas mal, donc qui est aussi très sur l'approche Jamstack évidemment, quelque chose de très modulaire, headless e-commerce quoi, vraiment même approche. Donc beaucoup de solutions qui pop, et ce qui est très intéressant du coup c'est qu'effectivement même les gros de ce monde, on va dire, et de cette industrie ont l'air de venir... donc ça, c'est la page de Commerce Component, justement, que j'ai trouvé. Ont l'air de se rapprocher de cette approche atomique et de dire, aujourd'hui, on n'est pas là à pousser des grosses solutions en mode... je sais pas moi, même WordPress, elle le fait d'ailleurs, mais j'ai un gros WordPress avec tout à l'intérieur. Non, là, je vais vraiment penser les choses de façon modulaire, je vais utiliser telle API, tel machin, etc. Et puis je peux interchanger et c'est beaucoup plus je dirais,
évolutif comme façon de fonctionner. Valtech, première fois dans le chat, salut à toi. Bienvenue, très content de t'accueillir ce matin pour cette matinale. Voilà, donc je regarde Alexis. Yes, c'est sympa, mais c'est un gros bout, faut vraiment apprendre à l'appréhender. Oui, bien sûr, mais bon. Tu sais, nous, on essaye d'être toujours au top de la technologie et d'être vraiment, voilà, chercher vraiment les choses les plus, je dirais, ne pas se limiter par la technologie, essayer d'aller voir un peu ce qui se fait, tester et puis intégrer après les choses dans notre workflow. Voilà. Si je vous ai pas trop montré, je suis désolé, la page donc de Commerce Component, n'hésitez pas à aller la voir. C'est Shopify, je vous enverrai le lien dans le chat. Et c'est assez intéressant, il y a ce petit schéma là qui indique bien effectivement que ça s'intégrerait potentiellement donc à plein de solutions déjà existantes, hein, on le voit. Donc là on a du Contentful, on a du... j'ai oublié le nom de celui-ci. Aidez-moi. Bref, ensuite, donc pour la partie plutôt storefront, back-office, voilà, tout un tas de techno auxquels ça s'intégrerait. Donc vraiment cette volonté d'être interopérable et de pouvoir être utilisé dans n'importe quel cas. Je l'ai au bout de la langue. Prismic, merci Alexis, c'est ça, c'est Prismic. Je suis désolé, j'ai eu un trou de mémoire. Voilà. Bah écoutez, de toute façon, n'hésitez pas à aller voir un petit peu plus. Je pense que potentiellement nous on testera ça en tout cas, hein, j'imagine, hein, pour se rendre un peu plus compte de ce qu'il en retourne. Voilà les amis, on enchaîne avec un dernier petit outil que je voulais vous présenter avant de lancer le Gartic. Ce matin j'ai commencé un petit peu en décalé, j'ai commencé un quart d'heure plus tard. Donc vous inquiétez pas, voilà, on a un peu de temps encore ce matin. Et donc je voulais vous présenter un outil que j'ai découvert, que je trouvais plutôt cool, qui s'appelle MetaTag. Donc j'ai découvert ça... où est-ce que j'ai découvert ça? C'était sur Twitter. Il faudrait que je me retrouve le nom de la personne. Attendez, je l'ai sous la main. Et tac, Guillaume, c'est ça. J'aime beaucoup son Twitter à lui parce qu'il partage pas mal de bonnes ressources. Donc Guillaume_RYGN sur Twitter. Et en gros, il a partagé un outil plutôt intéressant qui s'appelle MetaTag qui vous permet en fait de prévisualiser directement ce que vous voulez faire, ce que vous voulez mettre en balise méta. Donc si par exemple, imaginons, alors là vous pouvez présélectionner du coup qu'est-ce que vous voulez voir comme preview, comme méta. Donc ça c'est plutôt cool sur cette partie de gauche là, ici, hop. Donc si je clique sur Google, boum, j'ai la preview directement, Facebook, etc. Je peux en choisir plusieurs. Et je peux en fait, voilà, si par exemple, alors je sais pas si je peux le faire là. Bon, si, c'est bon, j'ai rien de sensible. Imaginons, je vais sélectionner une image, hop, l'interview de GraphicArt, pouf, ça va me le mettre comme ça en temps réel. Après, je peux mettre du texte, genre des clics, interview, GraphicArt sur le métier de développeur web. Voilà. Et puis, pareil, une description, je mets blablabla. Et donc, je vois ici sur le côté qu'en temps réel, en fait, j'ai mon petit aperçu qui passe. Hop. Et je peux sélectionner comme ça l'ensemble des réseaux qui m'intéressent. Donc là, je vais avoir l'aperçu pour Google. Ok. Pareil pour Facebook, Twitter, LinkedIn, Pinterest et Slack. Voilà, donc je vais voir un peu comment est-ce que ça s'affiche. Et ensuite, ici, j'ai un petit bouton Generate MetaTag. Paf, et du coup, j'ai directement l'ensemble des propriétés que je dois après insérer dans mes méta, dans les méta de mon site pour que tout fonctionne bien. Alors, il vous indique, attention, il faut bien uploader l'image en fait sur un CDN ou sur un CMS, peu importe. Mais c'est un outil, une interface plutôt pratique, je trouve. Donc, je vous partage ça dans le chat, comme ça, vous pourrez aller tester ça. De façon plus précise. Voilà un petit peu pour les articles principaux que je voulais vous présenter. Est-ce que vous seriez chaud du coup pour faire un petit Gartic? Je suis désolé, je pensais aujourd'hui vous faire plutôt un quiz, mais j'ai botté en touche parce que déjà j'aime bien le Gartic.
Ça, je vous le dis à chaque fois. Mais en plus de ça, le quiz me prenait un petit peu plus de temps et j'étais un peu short. Voilà. Et je sais que globalement, les gens aiment bien le Gartic. Donc, je me suis dit, bon, allez, on va en refaire un, tant pis. Donc, si vous êtes chaud, les amis, on enchaîne du coup avec plusieurs petites actualités que je vais vous faire deviner au travers de ce jeu fabuleux. Alors, où est-ce que je l'ai? Gartic Show. Donc pour celles et ceux qui seraient là pour la première fois, Gartic Show, le principe, je vais faire des dessins. Vous allez devoir deviner en fait le mot que j'essaye de vous faire deviner dans le chat. Et ensuite je vous lis directement l'actualité. Hop. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire basculer ça ici. Hop. J'ai pas envie de me faire avoir et de vous montrer les réponses. Hop, je vais basculer sur ma scène. Gartic, parfait. Tac. Donc vous avez 90 secondes, on va faire 5 manches puisque j'ai 5 actus à vous partager, si je ne me trompe pas. Je vérifie ça. Vérification du jury. 1, 2, 3, 4, 5, c'est bon, c'est ça. Donc vous pouvez directement proposer vos réponses dans le chat, il n'y a pas de limite, donc allez-y. À partir du moment où je commence à dessiner, vous pouvez spammer le chat et ça va être souvent des mots en rapport du coup avec le web et la technologie, mais des fois ça peut être un mot un peu dérivé puisque ça va être une actualité en réalité. Donc je peux vous faire deviner un mot qui est un peu différent. Alors avec quoi est-ce qu'on va commencer? On va commencer avec celui-ci. Voilà. Hop. Comment je peux... Alors, quel mot je vais vous faire deviner? Non, je vais pas commencer avec celui-là en fait. Je vais commencer avec celui-là. Yes. Ça sera plus facile. Allez, on est parti. Donc, je vais insérer le mot. Là, c'est en un mot, si vous voulez deviner. Est-ce que j'ai bien mis ma caméra? Oui, c'est bon. Donc, on démarre. Hop. Ok les amis, faites chauffer le chat. J'insère le mot et on est parti. Let's go. Allez, on commence. Donc je vous rappelle, c'est un seul mot là pour celui-ci. Je prends mon petit crayon. Celui-là. Wow, il est chaud à faire. Vous pouvez balancer de la propos, il n'y a pas de limite, allez-y. Tac. J'arrive pas trop à le... Il est chaud à dessiner celui-là. Alors je sais pas si le chat ne fonctionne pas ou quoi, j'ai zéro propos. J'ai l'impression que je suis tout seul les amis. Ah attendez, je pense qu'il y a un bug. Ah vous avez pas d'idée, ok. Je croyais que c'était moi qui étais mauvais, qui avait un bug. Oh non, shit. Non, c'est pas des clics. Ah shit. Non, c'était pas Stream Deck, c'était Deezer. Mais je suis très mauvais pour dessiner. C'était le logo de Deezer. Et il faut que je me rode. OMG, je suis trop nul. Bon, j'ai pas réussi à vous faire deviner, tant pis. Deezer, du coup, avec un premier article du siècle du digital et une fuite de données massive, 200... Ouais, mais quoi, lol, j'ai fait... j'ai fait ce que j'ai pu. De bon matin, franchement, à la souris, c'est pas simple. Deezer, du coup, une fuite de données, 250 millions d'utilisateurs qui ont fuité. Donc, un fichier volé de 2019 qui vient d'être publié sur le web. Celui-ci contient les données de 46,2 millions d'utilisateurs en France.
37 millions 1 au Brésil, 15,3 en Allemagne. En tout, près de 250 millions d'utilisateurs qui ont fuité. Donc voilà, des données, donc Deezer qui explique que ce sont des données exposées qui comprennent des informations de base, mais qu'elles ne comprennent pas d'informations sensibles comme les mots de passe ou les données de paiement. Concrètement, les données disponibles actuellement sur le web ne permettent pas de mettre à mal les internautes concernés, mais elles peuvent tout de même être utilisées pour du phishing. Voilà, donc ça c'est la première, première information. Et je vois qu'on a Elenia qui nous rejoint, merci beaucoup. Je sais pas pourquoi, pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas là. Pourquoi est-ce que j'ai pas de... Ah si, ah ouais c'est pour ça. J'ai les notifs en fait qui sont désactivés quand je suis... Vas-y, je vais les laisser. Bienvenue à toi en tout cas Elenia, merci de nous rejoindre. Donc voilà, première actu du coup sur Deezer, fuite de données. Donc je vous rappelle, en général, quand il y a ce... J'ai tout cassé. Non, non, t'as rien cassé du tout, c'est parce que quand je suis sur cette scène-là, en fait, je ne mets pas le chat et les notifs, parce que le chat, en fait, apparaît déjà de base, en fait, dans l'article. Mais bon, peu importe, c'est pas grave, t'inquiète. Là, je l'ai activé, comme ça, au moins, on peut le voir. Donc voilà, en tout 260 gigas de données qui circulent, c'est huge. Sachez donc, en tout cas, si vous avez été utilisateur ou utilisatrice de Deezer, qu'il faut vous méfier. Il risque d'y avoir des campagnes de phishing qui vont circuler. Donc voilà, faites attention aux faux mails ou ce genre de choses. Et je crois qu'il y a un outil d'ailleurs qui permet de voir si on a fuité dans des bases. Je me souviens plus du terme. Je sais plus ce que c'est. Tool, test... mail phishing. On en avait parlé, je me souviens. Exactement. Merci, merci beaucoup. Merci beaucoup, Alexis. C'est ça. C'est I have been found. P-W-N-E-D. Ça, c'est un super outil. Alors, je sais pas s'il sera déjà à jour, tout simplement parce que la fuite est assez... Enfin, disons que ça c'est sorti au grand jour de façon assez récente. Mais voilà, c'est un super outil. Vous rentrez à l'intérieur votre email ou votre téléphone et ça vous dit si oui ou non vous avez été... si vous êtes dans une campagne de, voilà, de fuite de données, en fait. Voilà. Donc ça peut être intéressant pour vous. Ok, on enchaîne avec l'actualité qui suit. J'espère que je vais être un peu meilleur. Alors... L'actualité suivante, je vais essayer d'en faire un petit peu plus simple. Ok, celui-là est méga simple. Si jamais vous n'y arrivez pas, je peux plus rien pour vous là. Alors, je fais continuer. Méga simple celui-là, méga simple. Par contre, ce que je vous conseille, excusez-moi, ce que je vous conseille, c'est de mettre plein de mots. Tant pis si c'est faux ou quoi, n'hésitez pas à y aller. Histoire, enfin en général, ça fait progresser un peu tout le monde et en voyant d'autres mots, ça fait penser à des trucs. Donc surtout, n'hésitez pas, vous n'êtes pas limité. Ok, mot numéro 2, on est parti. Comme c'est un mot très simple, je vais le faire en deux temps. Je vais faire un premier temps où ça va pas être si simple que ça de le deviner, et ensuite ça sera un peu plus simple. Ah, j'ai pas eu le temps de la faire. Bien joué. Je voulais faire le logo juste à côté. C'était Apple. Bien joué. Ouais, c'était simple ça, la vérité. Ah, désolé Valtech, t'as pas été assez rapide. Des fois, il y a des petits décalages. C'est-à-dire, genre, toi, tu vois que t'as le message avant, mais en fait, le temps que ça parte et que ça arrive et tout, c'est Twitch qui détermine en fait quand est-ce que le message arrive. Bien joué, JP. Bien joué. Un article du coup de Apple. Apple, du coup, qui enfin révèle les détails sur son futur casque de réalité mixte. C'est une espèce de vieux discours de je sais pas combien de temps en fait. Genre, ça fait 8 ans qu'ils ont lancé leur projet de casque. Alors, je sais pas si c'est un casque de réalité virtuelle ou réalité augmentée. Ils disent que c'est mix, donc ça doit faire les deux. Mais voilà, ça s'est élevé au rang de légende. On ne sait pas du tout quand est-ce que ce casque va sortir. Et finalement, ça serait visiblement en 2023, après 8 ans de conception. Et alors, les caractéristiques sont assez fabuleuses.
Donc ils disent la marque à la pomme travaille sur son casque de réalité mixte depuis 2015 et comme son habitude elle reste très secrète sur l'avancée du développement. Mais selon donc les dires du célèbre analyste Ming-Chi Kuo, Apple pourrait enfin dévoiler son casque en 2023 après 8 années de conception. Donc les informations dévoilées laissent à penser qu'il y aurait des petits moteurs qui permettront d'ajuster automatiquement la vision en fonction de la distance interpupillaire du porteur, donc ça s'adapterait à votre vue et concrètement, offrant ainsi un plus grand champ de vision possible pour chaque individu. Les porteurs de lunettes également et de verres correcteurs pourront directement mettre le casque. Un champ de vision jusqu'à 120 degrés, alors qu'actuellement donc le MetaQuest Pro qui est un peu son concurrent, il n'est que entre guillemets de 106 degrés, donc là on sera 120. Deux puces comme socle principal avec un CPU, un GPU, une mémoire et un processeur. Donc voilà, CPU c'est ce qui permet le calcul, le GPU c'est le côté graphique. Bon, bref, en tout cas ça serait boosté à fond. Et Apple se concentre sur la vidéoconférence bien plus que le jeu. Ça c'est hyper intéressant, c'est-à-dire contrairement à d'autres casques qui sont plus justement sur cette partie gaming, là eux ils se focuseraient potentiellement sur la partie vidéoconférence avec des avatars numériques qui ont un haut niveau de précision lorsqu'ils imitent les expressions faciales et les mouvements du corps d'un utilisateur. C'est-à-dire qu'en gros vous mettez le casque, ça va prendre un peu vos émotions, etc. et les reproduire en fait. C'est ça qui est assez impressionnant. Tic-tac, qu'est-ce que j'ai dit ouais, avec ce casque, vous pourrez aussi ouvrir l'application Maps. Donc voilà, Maps, bon, vous savez ce que c'est, et l'utiliser pour afficher un modèle 3D d'une ville. Donc en gros, vous voulez aller à tel endroit où vous voulez consulter, vous tapez Toulouse, bim, vous voyez la ville en fait en 3D autour de vous, ça serait assez dingue de coup. Et le casque sera doté d'un grand écran orienté vers l'extérieur sur sa face afin de montrer les expressions faciales du porteur dans l'idée de réduire le sentiment d'isolement lors de l'utilisation de l'appareil. Parce que quand vous utilisez un casque de VR, je sais pas si vous êtes accoutumé du fait, mais très souvent, en gros, les gens qui sont à l'extérieur, ils sont là en mode ok, c'est qui ce robot complètement fou, et en fait, on n'a pas nécessairement en fait, on voit pas en fait vos expressions, etc. Donc c'est plutôt cool, ça permettrait du coup de faire un genre de lien, on va dire, sur l'extérieur. Voilà, donc bien joué JP, qui marque les premiers points, bien deviné. On enchaîne du coup avec l'actualité suivante. Allez, un autre qui est à peu près facile. Et alors, il va falloir être rapide celui-là parce que c'est un mot que j'ai l'habitude d'écrire. Il y a pas mal d'actu là-dessus en ce moment. C'est parti. Allez, donc... Je vais quand même poser mes petits pièges, vous connaissez. Ouais, c'est Val et JP qui tentent. Allez-y. Tac. Je vais poser des petits pièges quand même. Je mets pas toujours les bonnes couleurs, je le fais exprès. Et Bob qui s'est réveillé, qui a deviné, c'est TikTok. C'est chiant parce que TikTok, j'aimerais vous faire deviner autre chose, mais franchement, voyez l'actu, je vais vous la montrer. Comment vous voulez que je fasse autre chose que le logo TikTok? TikTok qui prépare l'arrivée d'un mode horizontal pour mieux s'attaquer à YouTube. Je vais pas vous faire deviner le mot horizontal, c'est quand même super chaud à faire deviner ça. Bon, peu importe, en tout cas, l'arrivée d'un mode horizontal qui pourrait poindre du coup le bout de son nez. Donc je lis vite fait l'article. Depuis quelques jours, certains utilisateurs utilisent TikTok ont vu apparaître un bouton qui leur permet de passer les vidéos en mode horizontal. Connu pour le format vertical de ses vidéos, TikTok est en train d'essayer le mode horizontal afin d'élargir son audience. Le test du mode horizontal se manifeste pour certains utilisateurs par un bouton rectangulaire servant à effectuer la bascule. Déployé de manière contrôlée, ce bouton n'est pour l'instant qu'en phase de test et permettant du coup à TikTok d'évaluer les retours de ses utilisateurs. Il n'y a en effet aucune certitude que la fonction soit lancée réellement, pas plus qu'on ne sait quand est-ce qu'elle ferait son apparition.
TikTok à l'assaut de YouTube et vice-versa. Le champion chinois de la vidéo semble donc ne pas se satisfaire de son 1,5 milliard d'utilisateurs et veut préparer le terrain à des formats plus longs et plus confortables que les mini-clips qui ont fait sa renommée. Sur le papier, on pourrait ainsi croire que YouTube menace TikTok, c'est pourtant l'inverse. Voilà, donc bien joué Bob. Et on enchaîne du coup avec un article, l'article suivant, ça va être des mots un petit peu plus complexes du coup. Alors, attendez, comment je peux faire deviner ça? Des mots, ouais non, si je fais des mots, ouais mais c'est tendu. Attends. J'essaye de trouver un mot qui soit un peu, un petit peu plus original on va dire. J'ai une idée. Ok, c'est bon. Bon, je sais pas si je vais arriver à bien le... du coup, là, ça va être en un mot. Un seul mot. Tac. Wow, attendez, il faut que je sélectionne lequel. Ok, c'est bon. Allez, go. Je vous le fais deviner du coup en un mot. C'est parti. Un peu complexe le dessin, mais je devrais m'en sortir. Donc c'est pas une marque là. Je vous le dis, c'est plutôt un mot. C'est pas pierre, c'est pas caillou. Ah, Wally, il y a de l'idée. Hein. Wally, il y a de l'idée. Là, je sens qu'on chauffe. Ah non, c'est pas ce que je voulais faire. C'est un rapport, effectivement, avec les robots. Bon, ce que j'essaye vainement de dessiner, là, c'est un ordinateur. Ah, on n'est pas loin, c'est vraiment en rapport avec les robots, les amis. Vous êtes vraiment pas loin. Bon, normalement, j'ai pas le droit d'écrire. Yes! Elenia, ça se dit Elenia, je me trompe pas. Qui a deviné? Le mot, c'était chatbot. Bien joué. Bien joué, bien joué. Je suis content. Je me sentais pas. À la base, je voulais montrer la ref. C'est vraiment de la merde que j'ai fait. Tac, tac, tac. Attendez. Ouvrir l'image dans un nouvel onglet. C'est ça que je voulais de faire. Et regardez ça versus réalité, quoi. On est bien ou on n'est pas bien? Mais franchement, pour une fois, il a pu dessiner. Bah ouais, j'ai pu dessiner, ouais. Mais j'étais pas loin de faire le high parce que je me suis dit, est-ce qu'ils vont comprendre la notion de texte, etc. Bref. Peu importe. C'était effectivement ce mot que je voulais vous faire deviner. Pourquoi? Parce que OpenAI, du coup, travaillerait sur une méthode d'identification de texte écrit par ChatGPT. Donc, en gros, voilà, l'idée, c'est que, étant donné que ChatGPT fonctionne et est plutôt fonctionnel, ils ont un petit peu peur maintenant que ce soit utilisé à des fins malveillantes. Je travaille sur un chatbot en ce moment, ça aide. Bah, ouais, c'est cool. C'est cool. Tu bosses dans quelle boîte exactement? Enfin, si tu veux bien le dire, hein, c'est pas obligé, mais j'ai moi-même bossé dans une boîte de chatbot, donc c'est pour ça que j'en connais quelques-unes. Donc en fait, ouais, le problème qui se pose du coup là aujourd'hui, c'est que ils ont peur en fait que ChatGPT soit utilisé à des fins malveillantes, voire aussi utilisé des fois dans le cadre de, je sais pas moi, à l'école, des étudiants ou autres qui s'en serviraient pour rédiger des rapports ou des trucs comme ça, ou des comment on appelle ça quand vous devenez docteur, des thèses, voilà. Donc du coup, ils essayent de travailler justement OpenAI sur une méthode d'identification du texte pour être sûr qu'on capte bien quand un texte est généré, que c'est fait via une IA.
Donc c'est ce qu'ils nous disent dans l'article. Victime de son succès, ChatGPT, le modèle d'OpenAI reposant sur l'IA, soulève de nombreuses interrogations. Capable de répondre à n'importe quelle question et de rédiger des dissertations et des morceaux de code, l'outil peut être utilisé à des fins malveillantes. Et donc OpenAI travaille sur plusieurs solutions pour mettre un terme au mauvais usage, allant de la triche à un examen à la rédaction de mails d'arnaque. Donc Scott Aronson, chercheur en sciences de l'informatique invité par OpenAI, a révélé que l'une d'entre elles était mise en place. Donc ça serait une signature invisible lors de la génération d'un texte rédigé par un modèle de langage reposant sur de l'IA. Il précise qu'un prototype est déjà fonctionnel et donc je cite: nous voulons qu'il soit beaucoup plus difficile de prendre les résultats d'un modèle de langage IA et de les faire passer pour des résultats humains. Fin de citation. Donc l'outil qui est proposé par OpenAI utilise une approche cryptographique. En d'autres termes, lors de l'écriture du texte, on appose un filigrane lorsqu'une structure de mots est définie et qui donc apparaît au moment de la génération. Le dispositif permet de prouver que le document a été rédigé par une intelligence artificielle. Toutefois, ce dernier comporte des limites. Voilà, donc en tout cas, je pense que le problème a été pris à bras le corps et donc OpenAI qui travaillerait du coup sur ce type de solution. En tout cas, bravo, bravo. On a 3 challengers pour la victoire du jour. On est donc on a la 4e manche, vu qu'il y en a une qui était un peu blanche, et donc on va peut-être avoir la dernière. Hello Louis-Chat, hello Louis, bienvenue à toi. Et donc dernière ligne droite, alors c'est un logo qui n'a pas du tout à voir avec le web. Je sais pas si vous allez le deviner, mais ouais, allez, alors ce que je vais faire, c'est que je vais déjà vous dire que c'est une entité. Voilà, c'est une entité, genre, je sais pas si c'est une entreprise ou un truc comme ça, bon bref. En tout cas, c'est un logo que je vous fais deviner, ok. Et ça va être un mot qui est un acronyme, ok. Voilà, donc c'est un acronyme, comme ça permettra facilement de taper dans le chat. Donc je vais essayer de dessiner le logo, mais je vous avoue, il n'est pas facile. Il n'est pas facile à dessiner, donc je vais quand même le mettre sous les yeux. Et c'est parti, préparez-vous, c'est la dernière. Comment on joue? Pas très compliqué, en fait je dessine des choses, j'essaie de vous faire deviner un mot en rapport avec de l'actualité et tu tapes directement dans le chat. T'as juste à taper dans le chat, Louis, tu tapes ta proposition, tu peux faire plein de propositions, tu peux y aller quoi, il n'y a pas de souci. Donc ce mot-ci, qui est le dernier de cette partie, est un acronyme comme je vous ai dit, donc c'est un mot qui est composé. Enfin, vous voyez ce que c'est un acronyme, hein, genre je sais pas moi, si je dis RAS, ça veut dire rien à signaler, voilà, RAS c'est l'acronyme, ok. HP, voilà, etc. Merci JP. Donc du coup, là je vais dessiner un logo, j'explique à Louis du coup. Je vais dessiner un logo, il faut juste deviner en fait le mot que je vais vous faire deviner derrière. Ok. Allez, c'est parti, je commence. Dernière manche. Hop, je vais prendre direct la bonne couleur, ça sera plus simple. Là, je vous piège pas, c'est les vraies couleurs, hein. Je les ai sous les yeux. C'est pas IBM, c'est pas LG. C'est pas en rapport avec la tech, je vous le dis direct. Même si c'est en rapport avec l'actualité, vous comprendrez pourquoi. C'est pas Decathlon non plus. Oh là là, putain, je suis vraiment trop naze. Oh, bien joué. Bien joué, Bob. C'était le logo de la CAF. La caisse d'allocation familiale. Bravo. Ouais, j'étais mal parti en plus. J'étais vraiment mal parti, je vais pas vous mentir. J'étais vraiment mal parti. Regardez, le logo, il est comme ça de base. Et franchement, j'étais mal parti. J'étais très mal parti. Alors, l'actualité en lien avec ça. De quoi s'agit-il? Alors, là, les amis, accrochez-vous à votre siège parce que j'ai lu cet article. J'ai trouvé ça lunaire. Vraiment lunaire. Du coup, la caisse d'allocation familiale a laissé
les informations de 10 000 allocataires en ligne genre tranquille, n'importe qui pouvait consulter, suite à une négligence. Et je vous lis la négligence et le témoignage. Moi, j'ai trouvé ça lunaire. Donc, une négligence de la caisse d'allocation familiale de Gironde a conduit à cette fuite massive. Ah, mais de Gironde, c'est pour ça. J'ai vu en tendance Twitter. En plus, ils étaient en tendance Twitter il n'y a pas très longtemps. Je comprenais pas. Il y a marqué CAF de la Gironde. Écoutez le truc. Donc, selon une enquête de la cellule d'investigation de Radio France, l'organisme de droit privé aurait envoyé à un de ses clients en mars 2021 un fichier comportant les données personnelles de plus de 10 000 de ses allocataires. Bon, ok, jusque-là, pas de souci. Même si les noms et prénoms ont été retirés de ce document afin de l'anonymiser, de nombreuses informations y figuraient, date de naissance, revenus mensuels, prestations reçues, adresse, etc., etc. Alors que son prestataire formait de nouveaux agents, donc en fait c'était dans le cadre d'une formation, ok, ils ont mis par erreur le fichier en ligne sur le site internet. Et là, le gars témoigne et il dit « Quand la CAF m'a communiqué ces données, je pensais qu'elles étaient fictives », affirme l'un des employés de l'entreprise qui a préféré préserver son anonymat. Tu m'étonnes. Nous n'avons pas besoin de données réelles pour une formation, seulement de données réalistes. Le fichier a été mis à disposition sur mon site dans le cadre d'une formation en ligne. J'ai omis de le retirer ensuite. Alors déjà, le mec, il... il fout des données en ligne, mais lui, en gros, le délire, c'est que le gars, il pensait que c'était des fausses données, que les mecs avaient pas envoyé. En fait, c'était des vraies données. Et il a mis en ligne et il les a laissées pendant genre 18 mois. Donc, 1 an et demi, comme ça. Pendant 18 mois, l'ensemble des informations de plus de 10 000 personnes étaient disponibles pour quiconque le souhaitait sur le site. 181 données par allocataire ont ainsi été publiées. Donc, ça veut dire 10 000 fois 181. Ça fait beaucoup de données. Radio France a pu retrouver l'identité de la plupart de ces personnes. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous pouvez retrouver assez facilement via ce fichier les personnes qui sont liées. Moi, je trouve ça lunaire, vraiment. En gros, le mec, il était là, il voulait faire sa formation. On lui file un jeu de données en mode on pense que c'est des données, il pense que c'est des données bidons et il dit bah non mais en fait je croyais que c'était bidon mais en fait c'était vraiment des vrais et sauf que moi je les ai laissés pendant 1 an et demi, j'ai oublié de les retirer etc. Ça la fout mal, vraiment ça la fout mal. Enfin bon après je veux dire on est humain hein, tout le monde fait des erreurs mais j'ai trouvé ça quand même assez lunaire.